Sur cette terre existent encore des endroits qui semblent appartenir à un autre monde. Au cœur de la Polynésie française, loin des foules et des itinéraires touristiques, se cache un trésor encore oublié. Ici, les traditions continuent de rythmer le quotidien des locaux, comme elles le font depuis des générations. Une île où la nature règne toujours en maître. Cette eau, ce lagon d'une couleur irréelle, abrite encore une vie sauvage exceptionnelle. Une île où l'on peut observer ces géants de 5 mètres dans leur habitat naturel. Un lieu où l'on découvre à quoi ressemblait la Polynésie d'autrefois. Cette île, elle porte un nom, le Mopiti. Pour rejoindre Mopiti, il faut d'abord accepter de prendre son temps. Pendant que la plupart des voyageurs choisissent l'avion, nous avons décidé de traverser une partie de la Polynésie française par la mer. Cela est possible depuis le port de Papeete, capitale de Tahiti, à bord d'un petit ferry. Un voyage de plusieurs heures qui allait déjà nous donner un aperçu de l'isolement de cette petite île perdue du Pacifique. On est dans le ferry pour Mopiti, 9h30 de bateau intense nous attendent. Là, on prend le ferry à 6h30 et on arrive à 16h. Voilà, donc on va faire des arrêts sur chaque île. Donc Mopiti c'est la plus loin, donc on va s'arrêter à Bora Bora, à Waihine, aux autres îles où on va aller après. Mais pour l'instant on va au plus loin pour après redescendre et retourner sur Tahiti pour prendre notre avion vers la France le 25. Mais on a encore le temps. On a encore une bonne dizaine de jours, 15 jours même. Donc on va prendre son temps et on a hâte d'être à Mopiti. Apparemment c'est vraiment génial. Avant d'atteindre Mopiti, le ferry dessert plusieurs îles de l'archipel des îles de la Société. Une traversée qui permet de prendre conscience des distances qui séparent ces îles. Au loin, on aperçoit Mopiti. L'île est vraiment petite et on comprend pourquoi on l'appelle la petite sœur de Bora Bora. Pour Mopiti, il faut franchir un passage aussi spectaculaire que délicat, la passe de l'île. Une passe est une ouverture naturelle dans la barrière de corail qui relie le lagon à l'océan. À Mopiti, elle constitue l'unique accès maritime de l'île. Mais sa largeur limitée et les forts courants qui peuvent s'y former rendent la navigation particulièrement exigeante. Les vents et la puissance de l'océan ne permettent pas toujours de pouvoir y passer. Seuls les navires adaptés peuvent l'emprunter en toute sécurité, ce qui contribue aussi à préserver le caractère isolé de Mopiti. Dès notre arrivée au port, nous sommes accueillis par William, le propriétaire de notre pension de famille. Très vite, on comprend que les déplacements sur Mopiti sont limités et fonctionnent essentiellement avec les moyens des habitants. Il n'y a pas de grandes agences de location ici. Sur la route, on croise des scènes qui résument bien ce rythme de vie. Des scooters partagés, parfois à trois. En pick-up, le tour de Mopiti se fait en une vingtaine de minutes. Et à pied, environ 2 heures. Et à l'arrière du pick-up, on découvre une autre façon de voyager. Lente, ouverte et totalement immergée dans le paysage. À mesure que l'on avance, le lagon apparaît entre les cocotiers, les montagnes se dessinent à l'horizon et chaque virage offre une nouvelle carte postale. Petite surprise au réveil. Un pont. Ton. Regardez la taille. Il est énorme. Combien de kilos il a dit? 20 kilos. Regarde, 20 excuse-moi. kilos. Le machin, il est énorme. Ça, c'est du thon frais qu'ils ont pêché ce matin. Et là, il va le découper juste devant nous. Donc, franchement, ça m'intrigue de voir comment est-ce qu'il fait. Moi, j'ai déjà vu quand il le prenait, il arrivait au moins. La queue était là-haut, quoi. Ouais. Une fois arrivé à la pension de famille, nous découvrons William, qui revient tout juste de la pêche du matin. Au réveil, un thon rouge impressionnant de 20 kg est en train d'être découpé sous nos yeux. Ici, la pêche joue un rôle essentiel dans la vie quotidienne. Elle représente l'une des principales sources d'alimentation sur l'île, aux côtés de quelques produits importés. Ah ouais. Faut toujours rincer avec de l'eau. En effet, à Mopiti, l'approvisionnement dépend en grande partie des arrivages par bateau de Tahiti ou Raiatea, et les ressources locales restent limitées. William nous racontait qu'un seul bateau vient tous les mois pour ravitailler l'ensemble des habitants de l'île. Entre la pêche, quelques cultures vivrières comme les fruits du cocotier ou du jardin, et les petits commerces de l'île, les habitants composent avec ce que les terres de l'île leur offrent. Et après, comme ça. Ouais. Avec ton sel aussi? Ça, c'est du filet, ça. Oh, c'est carré que ça fait. C'est beau, hein. Vous allez congeler là, du coup? J'imagine. Bien filmé, Bien filmé, congelé. congelé comme ça va rester longtemps. Ouais. Ça Là, dure longtemps. là, vous en avez pour combien de temps là? Au moins un mois. Non, parce que ça dépend s'il y a beaucoup de clients, ça part vite. Hein. Ah ouais.
ça que vous faites en général dans les salades et le poisson cru là. Ouais. Vous avez le temps. Quand c'est jour de thon, il se régale. Hein. Il se régale. Ils se régalent tous. Oui, la bouche dans la bouche. Ah, ils sont heureux comme tous les animaux. Ce qui n'est pas consommé est réutilisé, souvent pour nourrir les animaux domestiques. Une logique simple où chaque ressource est utilisée jusqu'au bout. Une partie du poisson est ensuite conservée et congelée pour être utilisée dans les jours suivants, notamment pour préparer le poisson cru, l'un des plats emblématiques de la cuisine locale. C'est une cuisine simple, directement liée aux ressources de l'île, où les saveurs du poisson et de la noix de coco reviennent constamment dans les plats du quotidien. Qu'est-ce que c'est? Pain coco? Coco. Merde. Merci. Coco. Miam, trop bon. Qu'est-ce que t'en penses? Incroyable. Franchement, on n'en demandait pas autant. On est tous les deux sur la table et on a mangé pour 10. Espadon grillé à la tahitienne avec du poisson cru, lait de coco, avec... Ouais, c'est du thon rouge exactement. Incroyable, ça a l'air tout simplement magnifique. Le pain coco qu'on a mangé à l'instant, succulent. Et le poulet avec une marinade à la tahitienne. Oh, bah. Regardez-moi Pour nous cette quatre. assiette. Sage devant. Poisson grillé frites. Ici on a poisson cru, lait de coco frites. Et là le giga sandwich. Pour le coup, Au steak. Oh, il y a de l'omelette Ah et tout, ouais. Guigui. Steak, omelette, crudité. Moi, je pense que j'en prends. Après avoir découvert la cuisine locale et les roulottes, une autre facette de Mopiti s'impose naturellement, son lagon. À première vue, il semble presque irréel, une étendue d'eau calme, protégée par une barrière de corail qui entoure entièrement l'île. Ici, l'océan ne frappe pas directement la terre. Ce qui rend le lagon de Mopiti si particulier, c'est justement cet équilibre. Une mer contenue mais vivante, où l'eau change de couleur selon la profondeur, le vent et la lumière. En bateau, on comprend rapidement que ce lagon n'est pas simplement un décor. C'est un espace central dans la vie de l'île, qui relie les motus, les zones de pêche et les habitants. Tout semble fonctionner autour de cette étendue d'eau, comme si elle organisait naturellement la vie autour d'elle. Mais ce qui frappe surtout lorsqu'on prend le temps de l'observer, c'est son calme apparent. La surface semble immobile, presque figée, alors qu'en réalité, tout y est en mouvement constant, entre les courants, les variations de lumière et les jeux de profondeur. C'est un lieu où l'on perd vite ses repères, tant l'eau devient transparente et les fonds marins proches de la surface. Et peu à peu, en s'approchant des zones peu profondes, on commence à percevoir une autre présence. Dans ces eaux peu profondes, le lagon abrite aussi des rencontres bien plus proches avec la vie marine. C'est notamment ici que l'on observe les premières raies pastenagues, qui évoluent tranquillement dans le sable, comme intégrées au décor du lagon. Elles sont particulièrement nombreuses ici et semblent presque habituées à la présence humaine. Certaines s'approchent même avec curiosité, venant frôler les humains comme si elles faisaient partie du décor. Cette présence s'explique aussi par l'activité des pêcheurs. Lorsqu'ils rentrent de la pêche, il arrive que certaines carcasses de poissons soient rejetées dans le lagon, attirant naturellement ces animaux qui viennent s'en nourrir. Avec le temps, elles ont trouvé ici une zone où elles peuvent se regrouper en nombre dans une eau calme et peu profonde. Mais malgré leur apparente tranquillité, ce sont des animaux sauvages qu'il faut observer avec prudence. Leur dard venimeux, situé à la base de la queue, peut être dangereux en cas de contact direct. Le principal risque reste de marcher accidentellement dessus, car elles se camouflent parfaitement dans le sable. Sur ces images, vous avez un exemple de la technique de camouflage utilisée par les raies pastenagues. Même si ces animaux restent curieux et inoffensifs pour l'homme, il vaut mieux rester vigilant lorsque l'on s'aventure dans ce lagon. Ici, on peut avoir la chance de croiser des requins à pointe noire qui évoluent dans les eaux peu profondes du lagon. Ce sont des requins de récif inoffensifs qui se nourrissent principalement de poissons, de crustacés et de petits organismes présents dans le lagon. Mais ils sont aussi naturellement attirés par les bateaux, qui peuvent parfois perturber ou concentrer les mouvements de la faune marine lorsqu'ils s'approchent du jardin de corail.
En venant à Mopiti, Louis avait une idée en tête, presque un objectif. Il espérait pouvoir vivre une rencontre bien précise dans ce lagon, développant une curiosité, même une passion pour les mammifères marins. À plusieurs reprises, il en parlait déjà, avant même d'arriver ici. Et bientôt, je pense que le meilleur arrive. Je vous spoil pas, mais des trucs énormes. Je sais quoi. Il vient de nous faire le programme de la journée. Là, il y a un homme heureux là. Ah là, on va nager avec des raimentas. Ouais, première chose qu'on fait de la journée, on saute dans l'eau, direction la station de lavage des raimentas et on va nager avec. Alors pourquoi est-ce qu'on dit station de lavage? Parce qu'elles viennent, c'est des patates en fait, c'est des gros coraux où il y a plein de petits poissons et elles viennent à ces endroits-là parce que les petits poissons vont venir et vont lui nettoyer l'intérieur de la bouche, sur le corps. Donc d'où le mot station de lavage. C'est ça. Et du coup, il y en a une à Mopiti. Et du coup, on va sûrement en voir plusieurs. Mais voilà, il y a des petites règles de sécurité quand même. Évidemment, faut pas les toucher, faut pas les approcher. Ouais. Elles sont dans leurs éléments. Nous, on vient, on les observe tranquillement. Elles sont habituées, mais c'est quand même des animaux qui font des fois plus de 3 mètres. Donc faut pas trop jouer avec, sinon on sait pas ce qui peut arriver, tu vois. Donc on va rester très prudent. On va regarder l'animal à la surface, pas faire d'apnée. Et ça va être lunaire, ça va être un truc de fou. Vraiment, ça va changer des gabarits qu'on a déjà vus ici. Là, vraiment, ça va être un truc énorme. Vous n'êtes pas prêts, les gars. On se laisse alors porter dans l'eau du lagon. Le temps semble ralentir et les repères disparaissent peu à peu sous la surface. Les raimentas font partie des plus grands animaux que l'on peut observer ici. Certaines peuvent atteindre plusieurs mètres d'envergure, avec une bouche large capable de filtrer d'importantes quantités d'eau pour se nourrir de plancton. Malgré leur taille impressionnante, elles évoluent avec une incroyable fluidité, presque sans effort. Au milieu de la rencontre, un moment un peu inattendu vient de casser la solennité de la scène. Deux raimentas passent tout près et l'une se permet quelque chose que je vous laisserai deviner. On en distingue alors de différentes tailles. Certaines sont plus petites, autour de 2 à 3 mètres d'envergure comme celle-ci, tandis que d'autres sont bien plus impressionnantes, pouvant dépasser les 5 à 6 mètres. Ça devient même difficile à cadrer. À bord du bateau, quelque chose change encore dans l'atmosphère. William et son frère, les capitaines, chantent, rient et partagent ces instants avec une joie simple et spontanée. Rien n'est forcé, tout semble naturel, comme si ces moments faisaient pleinement partie de leur manière de vivre ici. Cette énergie, on la ressent tout au long de notre séjour à Mopiti. Les Polynésiens parlent souvent du mot mana, une force de vie, invisible mais présente, qui relie les personnes, la nature et les lieux entre eux. C'est une manière de décrire ce lien particulier qui existe entre les habitants, leur environnement et leur culture. Et comme si tout était connecté, les moments passés dans l'eau, c'est peut-être aussi ça, cette énergie qui nous a amenés à rencontrer des raimentas, ces animaux si spirituels pour eux. Ces instants prennent une autre dimension lorsqu'on les replace dans cet ensemble. Ici, rien ne semble totalement séparé, tout a un lien spirituel. Et c'est peut-être cela, finalement, ce qui rend l'expérience de Mopiti si marquante. À l'aéroport de Mopiti, ce totem accueille ceux qui arrivent sur l'île. Il représente une forme de protection et un lien symbolique avec l'histoire de la culture polynésienne. William s'en approche d'abord naturellement, presque comme un geste instinctif. Il le prend dans ses bras, comme on saluerait quelqu'un qui fait partie de la famille. Puis il continue à en prendre soin, en l'arrosant doucement avec de l'eau, comme pour l'entretenir et le respecter au quotidien. Dans ces gestes simples, on comprend que ce totem n'est pas seulement un objet symbolique, mais une présence à laquelle on accorde de l'attention. Un peu plus tard, son frère chante à ses côtés, une ambiance joyeuse et fraternelle. Entre respect, gestes du quotidien
et joie partagée, ce moment résume bien la relation particulière que les habitants entretiennent avec leur culture et leurs symboles. Petite excursion privados. Là vous voyez, on est sur Mopiti l'île. Et en fait, Mopiti, c'est entouré de petits motus. C'est des petites îles autour dans le lagon. Et donc là, il y a la plage, on peut la traverser à pied, on peut traverser l'eau et arriver sur l'île d'en face. Regardez, vous voyez, là on est sur Mopiti, ça c'est l'île qui est là, tac. Et en face là-bas, là, ça c'est une île qui est décrochée de Mopiti. Et donc là, on peut y aller à pied, parce que l'eau on a pied partout en fait. Donc on va y aller cet après-midi, ça va être super. On va traverser le motu. Un motu est un petit îlot de sable et de corail situé sur la barrière qui entoure le lagon. On y accède par bateau et ils sont souvent inhabités ou utilisés pour des activités simples. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais on est parti là de là-bas. On doit tout traverser. En fait, la contrainte, c'est les affaires. On est sur le dos. Heureusement que je suis grand parce que l'eau elle arrive basse. Tu vois, quelqu'un comme Moi, toi, un peu plus ça va compliqué. au milieu du ventre des fois. Ouais. Donc ça, c'est la petite contrainte quoi. Tu peux peut-être pas prendre toutes tes affaires si tu es plus petit. Ce motu à Mopiti a une particularité intéressante. Selon les conditions de la mer et de la marée, il est parfois possible d'y accéder à pied depuis l'île principale. Là, l'eau elle est très haute. Ouais, tiens mon sac derrière. J'ai un sac. Ah, dites-vous, même moi qui suis très grand. Elle est haute là. Putain, ça fait un bout hein. Tout ça à pied. Bon, à la fin c'était un peu plus chaud. Incroyable. Première fois que je fais ça dans ma vie, c'est stylé en vrai. Le motu que nous explorons aujourd'hui est particulièrement sauvage. Quelques habitants y vivent encore. Louis décide de s'enfoncer dans les terres pour explorer ce terrain sauvage et rempli de cocotiers et tombe par hasard sur Alexander, un habitant local, qui nous invite à découvrir son petit atelier. Ici, il transforme la noix de coco en copra, qu'il fait ensuite sécher pour produire de l'huile, selon des méthodes simples et traditionnelles. C'est ça le planton pour sécher. Tu vois? Tout ça, c'est des cocos. Ça fait longtemps maintenant, ça fait 10 ans maintenant. 10 ans que tu as eu. Oh ouais. Ça, c'est 2 ans alors qu'on a tous les noix de coco que tu vois, c'est bien chocolat. Ça fait 2 ans alors. Et ça fait 10 ans alors. Purée. Ouais. Un jour. 1000 cocos. Voilà. Tu vas essayer? Fais voir, montre-moi. Regarde. Ouvert. C'est facile. Vous voyez aussi comment on fait la cuisine. Bah ouais. Ah oui, il faut préparer à manger aussi. Comment faire du feu? Eh oui, c'est pour ça que je te dis il y a devant pour regarder. Tu vois? Ah ouais. Tu vas essayer? Après, si tu gagnes les concours tous les ans, ça va. Ben oui, mais il y a des grands programmes à faire parce que là, je vais renouveler un plat chez moi. Et après, les trous dedans. Voilà, ça c'est les chiens qui a creusé. Ah ouais, il y en a beaucoup de choses. Voilà, c'est pour ça. Ah là-bas, t'as des tomates là. Ben, ça c'est les tomates olives, ça vient de chez vous. Et ça c'est les rondes. Avec beaucoup de gentillesse, Alexander nous a même proposé de découvrir la pirogue traditionnelle polynésienne. Nous avons alors pu naviguer sur le lagon, en apprenant à manier cet embarquement typique au plus près de l'eau et au rythme de l'île. La pirogue polynésienne est une embarcation traditionnelle utilisée depuis des générations dans tout le Pacifique pour glisser sur l'eau avec un minimum d'effort, en utilisant à la fois la pagaie et l'équilibre du corps pour avancer. Elle impose un rapport beaucoup plus direct avec le lagon, où chaque mouvement compte et où l'on ressent pleinement les variations de l'eau. Naviguer en pirogue ici, à Mopiti, permet de découvrir le lagon d'une manière plus lente, plus silencieuse, presque en connexion avec l'environnement qui nous entoure. Avec Loé, nous avons eu un particulier attachement envers les chiens sauvages, notamment ici à Mopiti, c'était comme si on les avait apprivoisés. On emmène nos enfants en balade. C'est trop drôle, là ça fait 10 minutes que les chiens ils nous suivent. Les chiens vraiment ici ils sont trop heureux, c'est trop beau à voir. Ils ont le minimum, ils sont sauvages mais ils sont trop mignons. Là ça fait 30 minutes, on est en train de se battre. En fait, vous voyez les chiens que j'ai filmés tout à l'heure, je vous ai dit ils suivaient partout. En fait ils sont encore là, ça fait une demi-heure qu'on marchait. Ils sont arrivés sur la même plage que nous les trois. En fait ils veulent pas nous lâcher, ça veut dire qu'ils se mettent à côté de nous, ils mettent du sable sur nos serviettes, ils marchent sur nos serviettes. Et voilà, eux ils restent là. Là t'as le collègue, il est juste là. Et voilà, on est encerclés. En fait on les a apprivoisés sans le vouloir.
Et même, on va faire décoller le drone pour faire des images. Et en fait, ils attaquent le drone, ils croient que c'est un oiseau. Du coup, c'est un peu impossible. Juste devant moi, quoi. En fait, c'était comme si on leur apportait de l'attention qu'ils n'avaient jamais eue. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire là? Équipé comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, 100 mètres. La rando n'est pas si longue, mais pour aller à la rando, tu mets 40 minutes déjà. Donc bon, on vous en parle. Ça change le stop à Mopiti. C'est agréable. Premier essai, c'est qu'on a été pris. Là, il nous dépose au pied de la rando, on avait 40 minutes de marche, donc c'est bon. On arrive. commencer fatigué. Franchement, ils nous ont régalé. On est à 8h10 au début de la rando. Donc ce qui est bien, c'est qu'on va pas croiser trop de monde, j'espère. Après, on a vu des vélos parqués au début, donc il y avait 6 personnes, je crois. Mais bon, peut-être qu'on arrivera seul, on verra. Mais voilà, il fait chaud, il fait humide. Regardez la tronche de ouf. Et je suis tout luisant, il fait trop humide dans cette forêt là. Ça grimpe en mine de rien, regardez. On grimpe tout ça. Et toi, comment t'allais? Regarde, avec Manon, on est toutes fraîches. Les lunettes toutes pleines. Je vois rien, moi. Ah, moi, je vois rien dans les lunettes. Tiens bon, on voit la corde là-bas qui mène au sommet, on y est bientôt. On arrive avec cette coupe de fou là. On arrive. Wouh! Bon bah, On monter. est arrivé. Monter compliqué, Regardez-moi mais ça. ça vaut le coup. Aïe aïe aïe, c'est trop beau. Oh là là. Franchement, il y a des nuages, mais ça rend quand même très très bien. Il y a les couleurs du lagon qui sont quand même très visibles malgré les nuages. Ouais. Là, on vient de monter 400 mètres et regardez qui on retrouve. Putain, c'est un truc de fou. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je te jure, c'est un alpiniste de gars. Il a monté les cordes et tout, les chemins que je vous ai montés, c'est un truc de fou. Les cordes. Le cordes. C'est les bords. Il y a le petit chouchou là qui arrive pas à redescendre, il fait trop peur. Regardez. Oh. Tout à l'heure, il pleurait parce qu'il trouve pas le chemin pour descendre. Donc, bon. Louis, il se porte volontaire Moi, pour le je porter. suis pompier volontaire. On était bien là-haut, mais le soleil avait du mal à venir. Mais par contre, ce qui est stylé, c'est que tu vois ça en descendant. Et ça, c'est plutôt fun. Et le chien nous a pas suivis, donc ça me fait un peu peur. Mais bon, c'est un chien sauvage, il devrait retrouver son chemin. Et oui, c'était ce même chien qui nous avait suivis à la plage 2 jours avant. C'est sauvage, mais un peu trop quoi. Les chemins, ils sont très dangereux. On a vraiment eu peur à l'idée que le chien ne puisse jamais redescendre à cause de la pluie et des chemins. Ça nous faisait mal au cœur à l'idée qu'il ne nous ait pas suivis.
Ça y est, on a enfin fini. J'ai fini avec le bandeau carrément parce que mes cheveux là, c'était un enfer. C'était long la descente, hein. Très très long. Ce chien sauvage, souvent vu comme dangereux par les touristes, était maintenant devenu comme une rencontre marquante de notre aventure, comme un membre de notre famille. À Mopiti, les frontières semblent parfois plus floues entre ce qui appartient à l'homme, à l'animal et à la nature. Tout coexiste dans un équilibre fragile mais profondément vivant. C'est peut-être cela, au fond, l'énergie que l'on ressent ici. Le mana dont parlaient les locaux, on l'a enfin ressenti. Une forme de lien, difficile à expliquer, mais omniprésente dans chaque moment vécu sur l'île. Et en repensant à ce chien, à cette montée et à tout ce que nous avons traversé, Mopiti ne se résume plus à un lieu. C'est une expérience, une atmosphère, quelque chose qui reste, bien après le départ. Il est temps pour nous de partir, le cœur lourd, mais les souvenirs pleins de bons moments. Des rencontres gravées à jamais dans notre esprit, une vision de la vie qui a évolué.